Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce troisième rendez-vous de la recherche sur l'autonomie organisé par l'EHESP, l'École des hautes études en santé publique, soutenue et animée par la CNSA. Je suis Pearl Moret, chef de projet soutien et valorisation de la recherche à la CNSA. Et comme vous le savez déjà maintenant, la CNSA finance et anime les politiques de l'autonomie et l'une de ses missions est de contribuer à la recherche dans ce champ. Ces rendez-vous de la recherche sur l'autonomie visent à rendre compte des principaux résultats de recherche financés et soutenus par la CNSA. Vous pouvez donc retrouver l'ensemble du programme des webinaires sur le site de la CNSA dans sa rubrique Actualité et vous pouvez le visualiser actuellement sur le diaporama. Nous avons initié donc ce cycle de 7 webinaires le 31 mars, puis le 7 mai, avec 2 présentations d'économistes à l'Institut des politiques publiques, à l'IPP. La première présentation a été réalisée par Amélie Carrère, qui nous a présenté une cartographie départementale de la perte d'autonomie. Le replay va être très prochainement mis en ligne sur la chaîne Dailymotion de la CNSA. Et la deuxième présentation a été réalisée par Delphine Roy et s'intitulait « Domicile ou EHPAD, qui est vie et quel est l'environnement qui semble le plus protecteur au risque de décès ?» Là encore, la mise en ligne est imminente. Aujourd'hui, nous allons rendre compte d'un programme de recherche soutenu par la CNSA. Il a été conduit à l'EHESP, l'École des hautes études en santé publique. Donc, ce programme de recherche avait pour objet l'observation et l'analyse de l'offre des établissements et services médico-sociaux dans le champ du handicap et de la perte d'autonomie. Ce programme a été dirigé par Marie-Aline Bloch, qui est chercheuse en sciences de gestion à l'EHESP. Dans le cadre de ce programme, un rapport a été remis tout récemment et s'intitule « Inclure et sécuriser dans les habitats alternatifs ». Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Noémie Rapegno, qui est géographe et qui a coordonné ce programme de recherche conjointement avec Cécile Rosenfelder, qui est sociologue. Noémie, avant de participer à ce programme de recherche, vous avez donc soutenu une thèse CIFRE sur les établissements d'hébergement pour adultes handicapés. Vous venez très récemment d'être nommé professeur à l'EHESP et votre intervention aujourd'hui s'intitule « Les promesses de l'habitat inclusif, une vie plus insérée et partagée ». C'est en tout cas la question que l'on va se poser ensemble. Votre intervention sera suivie d'une discussion collective. D'abord, nous écouterons Justine Anquetil, qui est locataire d'un habitat qui s'appelle Tiamo et qui est également présidente d'une association qui s'appelle La Fabrique. Ensuite, nous écouterons Justine Anquetil. Donc, nous aurons le plaisir d'entendre, après avoir écouté Justine Anquetil, nous aurons le plaisir d'entendre Adeline Barret, qui est animatrice dans une alternative à la maison de retraite. Et donc, cette alternative s'appelle Vivre aux Vignes. Et Adeline est accompagnée d'une résidente de cet habitat qui s'appelle Pomme Sarras-Bornet. Pour finir, donc, nous écouterons Denis Pifto. Denis Pifto, donc, vous avez été le premier directeur de la CNSA et aujourd'hui, vous êtes conseiller d'État et vous êtes le rédacteur de plusieurs rapports sur la transformation du secteur médico-social, dont un qui s'intitule « Demain, je pourrais choisir d'habiter avec vous », qui porte donc sur l'habitat inclusif et qui est sorti en 2020. Donc, avant de commencer, j'ai 2 informations à vous transmettre. La première sur la transcription en direct qui est disponible. Donc, pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur transcription en direct, puis sur afficher les sous-titres ou afficher la transcription intégrale en fonction de votre préférence. Donc, les sous-titres apparaîtront en bas de votre écran et la transcription intégrale apparaîtra sur le côté droit de votre écran. Une deuxième information, c'est sur la manière de poser vos questions tout au long du webinaire. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions dans la rubrique Q et R. Et il y a aussi, donc, juste à côté de ce bouton Q et R, un fil de discussion où vous pouvez échanger entre vous, entre les participants, mais de manière privilégiée. Écrivez toutes vos questions, réactions, partage d'expérience dans le Q et R, qui sera ensuite ces questions rapportées à notre présentatrice et à nos discutants. Donc, si je n'ai rien oublié et sans plus attendre, je laisse la parole à Noémie Rapegno pour sa présentation de 30 minutes sur les promesses de l'habitat inclusif, une vie plus insérée et partagée. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous présenter la recherche que j'ai menée avec Cécile Rosenfelder et Marie-Aline Bloch
sur les habitats alternatifs pour personnes âgées et personnes handicapées. Avant de commencer, il est nécessaire de préciser que ces nouvelles formes d'habitat ont évolué en même temps que notre recherche, et cela de façon très rapide. Depuis les années 2010, ces nouvelles formes d'habitat, qui sont ancrées dans le milieu ordinaire, se sont multipliées dans le champ de la vieillesse et du handicap. Elles s'inscrivent dans un contexte de reconnaissance des droits fondamentaux des personnes, où l'idée de personnalisation, d'individualisation, de participation ou encore de parcours de vie est de plus présente, tant dans les revendications des personnes que dans les politiques publiques. En 2018, la loi Elan reconnaît une partie de ces habitats sous le terme d'habitat inclusif. Cela ouvre à des financements spécifiques, d'abord le forfait habitat inclusif, puis l'aide à la vie partagée. La loi Elan pose aussi une définition de l'habitat inclusif. Selon les textes officiels, il se présente comme un mode d'habitation regroupé. Il s'appuie sur la convivialité avec un projet de vie sociale et partagée, et il est fondé sur le libre choix, l'autonomie et la participation. Il apporte enfin une veille et une sécurisation de la vie à domicile. Il est important d'insister sur le fait que la définition de la loi Elan n'englobe pas toutes les formes d'habitat qui ont été créées, et c'est donc une définition restrictive par rapport à ce que nous avons pu voir sur le terrain. C'est pourquoi je parlerai d'habitat alternatif et non pas d'habitat inclusif dans la suite de cette présentation. Dans cette recherche, nous avons souhaité interroger la vie sociale et partagée, qui est particulièrement valorisée depuis la période de confinement. Dans cette présentation, je reviendrai sur la façon dont le vivre ensemble, au sein du logement et à l'extérieur, se concrétise au quotidien pour les habitants. Avec Cécile Rosenfelder, nous avons souhaité répondre aux questions suivantes durant cette recherche. Comment concilier indépendance, intimité et vie sociale et partagée? Comment le lien social est-il pensé et comment cela se traduit dans la conception des espaces? Quelle insertion dans le quartier et quelles relations de voisinage sont possibles? Et comment est investie la vie collective? Ce qui nous intéressait aussi dans le cadre de nos recherches, c'est d'appréhender la diversité des habitats alternatifs dans leur fonctionnement au quotidien, tout en rendant compte de l'expérience vécue des habitants. Pour cela, nous avons réalisé des enquêtes dans 4 habitats entre 2019 et 2021. 2 habitats pour personnes âgées et 2 s'adressant à des personnes handicapées. On a pris le parti de choisir des initiatives qui fonctionnent en routine, avec plusieurs années d'ancienneté, dans l'idée d'avoir accès à un quotidien stabilisé. On a aussi choisi des initiatives qui s'adressaient à des personnes qui ont un besoin d'aide important au quotidien. Et cela, ça nous semblait particulièrement important puisqu'il y a de nombreux projets qui s'adressent à des personnes vieillissantes qui ne prennent pas en compte la perte d'autonomie. On a aussi fait varier différents critères en termes de public, mais aussi au niveau des porteurs. Donc, on a choisi des habitats portés par des associations gestionnaires, d'autres par des associations de famille et d'autres, enfin, par des organismes à but privé lucratif. Et on a aussi fait varier ces habitats au niveau de l'architecture. On a étudié des habitats qui prenaient la forme de colocation et qui prenaient une partie avec la CNSA. Au niveau de la démarche d'enquête, on a réalisé une enquête qualitative ethnographique. L'enquête s'appuie à la fois sur des entretiens semi-directifs avec les différents acteurs, les habitants, les professionnels, les porteurs de projets, les familles, et aussi sur des observations de la vie quotidienne des habitants et des professionnels. Donc là, vous pouvez voir un tableau récapitulant les différents terrains. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une assez grande variété, donc notamment en termes de public, avec 2 habitats qui s'adressent à des personnes âgées et 2 habitats qui s'adressent à des personnes handicapées. Au niveau du bâti aussi, donc on a 2 colocations, l'habitat numéro 1 et l'habitat numéro 3.
tandis que l'habitat numéro 2 et l'habitat numéro 4 sont constitués d'appartements. Et ces habitats ont tous la particularité leur point commun, c'est de proposer une veille 24 heures sur 24 qui peut être mobilisée du coup en permanence. Et cette veille, elle est assurée par un service à domicile qui est rattaché à l'habitat. Comme vous le voyez, certains de ces habitats proposent une animation, mais pas tous. Et donc, notamment, j'aimerais insister sur l'habitat numéro 2 qui se distingue des autres habitats puisqu'il ne propose pas d'animation et il n'a pas non plus d'espace commun, contrairement aux 3 autres habitats. Donc, dans ma communication, j'aborderai 3 points. Je reviendrai d'abord sur les valeurs affichées par les porteurs et recherchées par les locataires. J'aborderai ensuite la question des sociabilités extérieures, donc à l'extérieur des dispositifs. Et dans un 3e temps, je vous parlerai de la vie partagée au sein de ces habitats. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir un peu sur l'historique. Ces habitats, ils sont perçus comme novateurs, mais ils renvoient à une réalité déjà ancienne, puisque les premières initiatives sont nées à partir des années 70. C'est une offre qui se caractérise par sa grande hétérogénéité, mais même s'ils sont très diversifiés, les habitats partagent aussi des valeurs en commun. Notamment, donc pour tous les porteurs, ces habitats sont une offre située entre le domicile ordinaire et l'établissement d'hébergement. Et ils visent à dépasser les limites de ces 2 modèles. Donc, avec d'un côté l'établissement d'hébergement, qui serait sécurisant mais perçu comme trop contraignant, et avec de l'autre côté le domicile, qui serait potentiellement vecteur d'insécurité et d'isolement. Donc, cela peut prendre différentes formes. Ça peut passer par une lutte contre la ségrégation et l'isolement, en promouvant le lien social dans l'habitat et en dehors, et en proposant des moments de vie collective. Et cela peut aussi aller jusqu'à une logique inclusive, avec l'idée que les personnes puissent avoir la plus ordinaire possible en sollicitant des ressources extérieures à l'habitat. Un 2e point commun, c'est d'offrir un chez-soi aux personnes. Donc, l'idée, c'est que les habitants puissent se sentir chez eux dans ces habitats. Et donc, enfin, certains d'entre eux permettent une implication poussée des familles et d'autres un peu moins, mais la place des aidants est relativement importante. Donc, les habitats pour personnes âgées qu'on a vus sont très centrés sur la lutte contre l'isolement et la solitude, tandis que dans les habitats pour personnes handicapées, l'accent est mis plutôt sur les questions d'inclusion. L'idée, c'est d'avoir accès à un logement comme tout le monde et d'avoir accès à la vie de la cité. Les motivations sont aussi différentes pour les locataires. Donc, cela peut être un véritable choix pour certains d'emménager dans ce type d'habitat, notamment pour ceux qui sont en recherche de vie collective. Et d'autres locataires, parfois, ne sont pas en recherche de collectif et vont le mettre à distance. Et dans ce cas, ils intègrent parfois ces dispositifs pour se sentir en sécurité et bénéficier d'une présence 24 heures sur 24. Dans le cas des personnes âgées, plusieurs d'entre eux nous ont dit avoir emménagé dans ces lieux de façon plutôt contrainte, et notamment pour sécuriser les proches parce que la vie à domicile semblait être le lieu de multiples dangers. Tous ces habitats ont fait une attention particulière à la configuration spatiale. Ils ont porté attention aux sites d'implantation pour faciliter les déplacements et l'accès au commerce et encourager les liens avec le voisinage et les commerçants. Les habitats étudiés sont donc insérés dans le tissu urbain et aussi à proximité d'autres logements. Ils ont également fait attention à l'aménagement intérieur, notamment dans les colocations pour concilier vie privée et vie collective. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, c'est l'habitat numéro 1. Donc, on peut voir sur cette diapositive que ces habitats sont insérés dans la cité. Donc là, les petits ronds représentent les appartements individuels qui sont disséminés dans plusieurs immeubles. Et dans l'habitat numéro 1, il y a aussi une colocation. Donc là, vous allez voir le schéma à droite de la colocation avec une attention à séparer les espaces privatifs en bas et les espaces communs. Et enfin, donc, il y a un petit triangle à gauche de votre écran qui représente une salle polyvalente. Mais donc, on peut voir que ces habitats sont insérés dans la cité.
Donc là, c'est l'habitat numéro 1 vu de l'extérieur. Donc vous voyez, on voit pas la différence avec les autres immeubles. Là, c'est l'habitat numéro 2 qui s'adresse à des personnes ayant un handicap moteur, donc avec des appartements qui sont dans un immeuble lambda. Là, on peut voir l'habitat numéro 3. Donc là, c'est plutôt en milieu rural, dans un environnement pavillonnaire. Et dans ce cas, les habitats qui sont donc 3 colocations prennent la forme de trois maisons. Et là aussi, il y a une attention, donc comme vous pouvez voir sur le schéma de droite, à séparer les espaces privatifs des espaces communs. Donc là, vous pouvez voir sur les photos l'habitat numéro 3 vu de l'extérieur. Et enfin, l'habitat numéro 4, donc, qui est en milieu urbain. Donc là, ce sont des appartements disséminés dans plusieurs immeubles de logements sociaux et avec des commerces au pied de l'immeuble. Donc l'accessibilité et la localisation ont été pensées pour contribuer au lien social dans tous les habitats. Et cela dans l'idée d'impulser une succession de petites rencontres à la fois avec les autres locataires, mais aussi les voisins ou les commerçants du coin. Mais ces éléments-là que je viens de vous décrire, ce ne sont pas eux qui font avoir lieu la relation. Et donc, dans les 2 prochaines parties, nous allons maintenant aborder les sociabilités, d'abord en lien avec le quartier et ensuite en interne. Tous les habitats facilitent les sociabilités de proximité extérieure, donc les liens avec le voisinage. L'accès aux sociabilités de quartier, il est facilité pour différentes raisons. D'abord, du fait de l'ancrage et du recrutement local dans ces habitats. Donc, l'investissement et la pratique du quartier sont en partie liés à la connaissance antérieure des lieux. Et dans ces habitats, la majorité des locataires est originaire de la commune ou du département, on va dire, mais parfois même du quartier. Donc, cela peut être lié à la volonté des porteurs et ça peut aussi être lié à des demandes plus ou moins explicites des partenaires financiers, notamment de la commune ou du département. Cela est aussi lié à la diffusion de l'information dans des réseaux locaux. Et parce qu'ils demeurent à proximité de leur ancien logement, il est possible pour les locataires de préserver des réseaux sociaux antérieurs. Donc là, je vais vous donner l'exemple de Sylvie Blanc. Donc à chaque fois, ce sont des noms d'emprunt, qui est âgée de 85 ans, locataire de l'habitat numéro 1. Et donc elle y vit depuis 5 ans et elle habite le pâté de maison depuis sa naissance. Donc c'est une ancienne repasseuse. Elle est veuve depuis l'âge de 20 ans. Elle est malvoyante et elle a un cancer du sein avec de multiples récidives et est soignée pour dépression. Et elle est affaiblie et ne se déplace qu'en fauteuil roulant manuel, poussée par quelqu'un. Et suite à son emménagement dans cet appartement individuel, elle continue de croiser régulièrement d'anciennes connaissances avec qui elle a gardé l'habitude de bavarder. Donc, elle peut avoir créé des liens, en tout cas conserver ses liens avec ses anciens voisins sans même sortir de son immeuble. Et donc, cet ancrage local permet de conserver des habitudes relationnelles sans avoir à se déplacer. Le fait d'être inséré dans un immeuble ou un groupement d'immeubles facilite aussi les contacts avec les voisins, même pour ceux qui viennent de plus loin. Et parfois, ces voisins peuvent devenir des supports sur lesquels se reposer en cas de coup de moins bien ou en cas d'inquiétude. Et dans certains habitats, notamment dans l'habitat numéro 1, cette ouverture au quartier, elle est aussi travaillée. Et des voisins peuvent venir manger régulièrement dans la colocation ou participer aux activités qui sont proposées, ce qui constitue une ouverture supplémentaire, notamment pour les locataires qui se déplacent peu. Donc, par exemple, un voisin, quand on est venu, un voisin prenait tous les midis son repas lors de la colocation, ou d'autres voisins venaient participer aux activités, jouer aux cartes toutes les semaines, participer à l'atelier chant. Donc, ces espaces qui sont ouverts aux voisins constituent des espaces de sociabilité qui amènent les locataires à sympathiser et créer des liens d'affinité avec des personnes extérieures à ce lieu de vie. L'entourage familial constitue aussi un soutien aux sociabilités. Les familles, en effet, rendent régulièrement visite à leurs proches, notamment du fait du recrutement local.
et ils s'efforcent à ce que leurs proches gardent une ouverture sur la ville. Par exemple, en privilégiant des consultations ou des rendez-vous à l'extérieur plutôt qu'à domicile, ou en les aidant dans leurs déplacements. Toujours dans l'habitat numéro 1, par exemple, la fille d'Ali Berada emmène son père se promener dès qu'elle peut, notamment pour qu'il maintienne des liens avec sa communauté d'origine. Elle l'accompagne donc à une association de musulmans de façon très régulière. Ali Berada a 92 ans, il est amputé des 2 jambes et malvoyant. Lui aussi, il ne se déplace qu'en fauteuil roulant manuel poussé par quelqu'un. Et donc, le fait de pouvoir se déplacer régulièrement avec sa fille et de pouvoir rencontrer des personnes qu'il apprécie est un vrai plus pour lui. Donc, la mobilisation des supports familiaux semble essentielle pour l'accès aux sociabilités. Et plusieurs familles rendent régulièrement visite à leurs proches et les accompagnent dans leurs déplacements pour que ceux-ci puissent avoir une ouverture sur la ville. C'est vraiment un point important parce que finalement, la situation géographique des habitats, elle n'est pas toujours suffisante pour investir le quartier. Et certains locataires sortent peu de chez eux ou uniquement quand ils sont aidés par les professionnels, sachant que l'aide au déplacement n'est pas toujours dans le mandat des professionnels. Et donc, cela peut être à l'origine d'inégalités importantes entre ceux qui ont des ressources et qui peuvent mobiliser de l'aide pour avoir accès aux aménités urbaines et ceux qui n'en ont pas et qui investissent moins la ville. Donc là, je vous ai mis un exemple de l'habitat numéro 2 avec les déplacements de 2 locataires. À gauche, vous pouvez voir les déplacements de Corinne Vidal. Donc, Corinne Vidal, elle se déplace en foot. Donc là, peut-être pour préciser sur le schéma, donc là, vous avez le point qui représente l'habitat et vous avez des traits noirs qui correspondent les lieux dans lesquels se rendent régulièrement les locataires. Et donc, Corinne Vidal se déplace en fauteuil roulant électrique. Elle se tient au courant de l'offre culturelle et sociale sur sa tablette. Elle aime bien sortir, va régulièrement au cinéma, à la bibliothèque ou encore elle fait des courses au centre commercial. Elle aime aussi se promener sur le port pour flâner. Et tous les samedis, alors c'est elle là qui le dit, elle va boire le petit café chez Jean-Luc avec une amie. Elle fait aussi régulièrement de la sarbacane avec l'APF France Handicap ou du vélo pousseur. Donc, toutefois, elle précise qu'elle aimerait bien sortir plus et dans un périmètre élargi, malgré toutes ces sorties, et qu'elle a du mal à le faire parce qu'elle ne sait pas qui solliciter pour l'aider. Et à droite, donc dans le même habitat, là, on voit que les déplacements de Françoise Pelletier sont beaucoup moins importants. Françoise Pelletier, donc déjà, elle n'a pas de fauteuil roulant électrique. Elle se déplace en fauteuil roulant manuel et elle doit être poussée par quelqu'un. Ses parents sont décédés. Elle a une sœur qui travaille encore et qui n'est pas très disponible. Et Françoise Pelletier, elle passe la plupart de ses journées à lire ou regarder la télévision. Elle sort avec son auxiliaire de vie une fois par semaine pour aller faire des courses. Et elle va aussi de temps en temps à la délégation départementale de l'APF pour participer à des sorties ponctuelles. Elle fait également du vélo pousseur. Elle aimerait bien sortir plus, donc elle dit qu'elle aimerait bien aller au cinéma ou des trucs comme ça, mais elle précise que ses auxiliaires de vie sont rarement là toute l'après-midi et en général, elle dit elles ont quelqu'un d'autre derrière. Donc, du fait je sais pas si c'est du faible nombre d'heures de PCH, mais en tout cas, elle considère qu'elle n'a pas assez d'heures de PCH pour pouvoir accéder à des activités de loisirs comme elle aimerait. Donc là, on voit que même si ces habitats sont en plein centre-ville, la localisation n'est pas suffisante pour créer du lien social et pour permettre aux personnes de se déplacer seules. Au sein des habitats, la vie partagée est vectrice de sécurisation et de lien social, donc en ce qui concerne les sociabilités internes. Cela est particulièrement vrai dans les colocations. Dans les colocations, le lien social il est facilité par différents éléments. Donc déjà par les familles dont j'ai déjà parlé. Ces familles, elles sont présentes et disponibles. Et dans les colocations, elles investissent à la fois les espaces privatifs
et les espaces collectifs. Leur présence constitue alors une forme de sécurisation pour tous les colocataires et pas uniquement pour leurs proches, notamment lorsque l'auxiliaire de vie effectue des visites ou qu'elle répond à une urgence. Les familles sont souvent connues des locataires et ceux-ci n'hésitent pas à les solliciter pour demander un verre d'eau, un mouchoir, la télécommande ou leur demander un renseignement quelconque. Les espaces communs favorisent du coup les relations d'entraide. Ce savoir entouré rassure et sécurise aussi certains habitants. Les professionnels effectuent aussi un travail relationnel. Parfois, ce travail relationnel fait explicitement partie de leur mission. Et donc, dans ce cas, elles sont amenées à prendre du temps pour discuter, échanger avec les locataires, échanger des anecdotes. Dans 3 des habitats, des activités régulières sont aussi proposées aux locataires et celles-ci peuvent être assurées dans certains des habitats par les auxiliaires de vie. Ces activités sont propices au partage de moments conviviaux. Enfin, dans tous les habitats, les locataires se connaissent et certains entretiennent des relations cordiales voire amicales. Il leur arrive de s'inviter l'un l'autre. Par exemple, dans l'habitat numéro 5, les personnes qui ont une épilepsie partagent tous les soirs leur repas dans l'espace commun et ils ont développé des sociabilités particulières qui se traduisent par une proximité forte entre eux. Ainsi, Frédéric Gauthier évoque la solidarité qui lie les épis, donc il s'appelle comme ça entre eux. Il dit « Entre épis, on est soudés ». Par exemple, entre épis, si jamais il y en a un qui est dans la rue, que l'autre est là, on est prêt à s'entraider, sous-entendu s'il y en a un qui a une crise d'épilepsie dans la rue. Cette solidarité peut contribuer à apporter une sécurité entre pairs et les locataires parviennent également, à force de se fréquenter, à détecter le début d'une crise chez les autres et parfois c'est eux-mêmes qui en informent les aidants. Les activités proposées sont aussi propices en rencontre. Ces activités, elles constituent des moments conviviaux et elles sont parfois même un prétexte à la rencontre. Et la rencontre est plus importante que l'activité en elle-même, puisqu'elle permet aux locataires de partager un moment ensemble et de se réunir. Dans ces habitats qui donc, mettent l'accent sur les sociabilités internes, la présence des professionnels, elle est extrêmement importante pour animer le lieu et le collectif. Donc, cette vie partagée, elle peut aussi être source de conflits d'usage, de tensions, et elle peut parfois mettre à mal l'intimité. Dans tous les habitats, il existe des tensions liées à la vie sociale et collective. Donc, cela tourne souvent autour des conflits d'usage et une difficulté à protéger son intimité. Donc, notamment dans les habitats qui ont un espace commun, qui proposent une colocation. Les locataires, ils partagent en effet une promiscuité avec des personnes qu'ils n'ont pas choisies et avec lesquelles ils ne s'entendent pas toujours. Donc, par exemple, ils doivent prendre les repas en commun. Donc, ils n'ont pas obligatoirement la possibilité de prendre leur repas de façon individuelle. Et parfois, ils doivent avoir des loisirs en commun. Donc, dans les deux colocations, lorsqu'on a fait notre terrain, des activités étaient organisées au sein des colocations. Et même si les colocataires n'étaient pas obligés de participer à ces activités, quand elles ont lieu dans l'espace commun, c'est parfois difficile de s'y soustraire. Et il est aussi important de préciser que les colocataires ne participent pas au choix des autres locataires, ce qui peut parfois amener à des tensions ou des frictions entre colocataires qui ne partagent pas d'affinité. Et pour les colocataires qui ne sortent pas, la colocation, elle peut devenir un espace à part avec un entre-soi fort, notamment quand les personnes ne travaillent pas. Donc ça, je ne l'ai pas dit, mais donc pour les personnes âgées, elles ne travaillent pas. Mais dans les habitats qu'on a pu voir pour personnes handicapées, donc dans l'habitat numéro 2, il n'y a qu'une personne qui travaille à temps partiel, donc Justine Antil, qui vous en parlera plus tard.
Et dans l'habitat numéro 3, il y a 4 personnes qui travaillent en ESAT et donc les autres ne travaillent pas. Donc, cette vie au sein de l'habitat est d'autant plus importante. Et du coup, même au-delà des espaces communs, c'est un fonctionnement qui induit du collectif. Et même dans l'habitat numéro 2, où il n'y a pas d'espace commun, pas d'activité partagée, il y a une sorte de collectif qui s'est créé. En effet, les locataires, ils partagent un même service, ils font appel aux mêmes professionnels, ils vivent dans un périmètre délimité, ici dans le même immeuble, et ce qui fait qu'inévitablement, ils se croisent régulièrement, mais au-delà de ça, ils ont des intérêts en commun, notamment sur l'utilisation du service à domicile. Et dans ce cas particulier, le collectif, il réapparaît souvent via la circulation de l'information. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est que tout le monde sait tout sur tout le monde, parce que tous les acteurs du lieu échangent entre eux, que ce soit des professionnels du service à domicile ou les locataires, ce qui pose d'ailleurs des questions liées au droit à l'intimité. Dans les espaces communs, donc dans les colocations, il y a des conflits d'usage qui sont récurrents. Ces conflits d'usage, ils ont souvent lieu autour de l'utilisation des espaces communs, notamment sur le choix du programme télévisé ou sur la décoration. Et ici, certains locataires ont tendance à s'approprier ces lieux. Ce sont généralement ceux qui sont le plus mobiles et qui ont le plus de facilité pour s'exprimer. Donc là aussi, on peut voir qu'il y a des inégalités qui peuvent apparaître en fonction des niveaux d'incapacité. Et ces tensions peuvent devenir invivables pour certains au quotidien et peuvent conduire à ce que des personnes désertent et évitent les espaces communs. Et ces personnes se réfugient alors dans la chambre individuelle qui ne fait parfois qu'une dizaine de mètres carrés. Et ces tensions peuvent mettre à mal la notion de chez soi. Dans les habitats qui ne proposent pas d'espace commun, il y a aussi des conflits d'usage, notamment sur l'utilisation du service mutualisé. Donc, ces locataires, ils partagent et financent un même service et ils peuvent, par exemple, émettre des avis sur certains appels qu'ils jugent injustifiés ou qu'ils vont juger ne pas rentrer dans le cadre donné. Et dans ce cas-là, ils vont avoir l'impression de payer pour les autres ou de ne pas avoir accès à la même qualité de service. Et ils vont alors reprocher l'utilisation du service qui est faite aux autres habitants en les qualifiant d'abus. Et là aussi, certains vont alors se détourner parfois de l'aide mutualisée pour éviter les reproches et conflits. Il y a donc une socialisation spécifique à ces lieux avec une forte empreinte du collectif. En conclusion, il nous paraît important de prolonger cette réflexion sur la vie collective et partagée, car elle constitue aujourd'hui un des piliers de la définition des habitats alternatifs tels qu'ils sont entendus par les politiques publiques. Ils sont valorisés car censés promouvoir le lien social et limiter l'isolement. C'est bien sûr le cas. Pour les personnes qui sortent moins, les espaces communs constituent le cœur des sociabilités, que ce soit par la fréquentation des autres locataires ou colocataires, par la fréquentation de leur famille ou par l'organisation d'activités. Ces espaces partagés, ils offrent à tous la possibilité de garder un lien avec le monde environnant, y compris pour ceux qui ne se déplacent pas ou qui ont peu de visites. Pendant la période de Covid-19, la fréquentation des autres colocataires a d'ailleurs parfois constitué la seule ouverture sur le monde. Pour autant, la pandémie de Covid-19 a donné aussi un coup d'arrêt à la vie sociale en parallèle et à l'ouverture sur le quartier. Les espaces communs ont été fermés aux familles et voisins. Les activités collectives ont été interrompues pendant plusieurs mois et les professionnels témoignent d'une convivialité qui est parfois difficile à retrouver encore aujourd'hui. Il est également important de retenir que la vie collective engendre aussi des tensions qui peuvent limiter les possibilités de se sentir chez soi dans les colocations. Ces tensions, elles s'avèrent d'autant plus grandes que les habitants ne sont pas impliqués dans les décisions qui régissent le quotidien, que ce soit au niveau du choix des autres locataires ou de la mise en place de règles de vie dans les espaces communs. Donc, ces habitats alternatifs, ils posent aussi des questions liées à la participation. Les habitants ne participent pas à la sélection des nouveaux habitants. L'arrivée d'un nouveau locataire n'est pas discutée, mais imposée aux autres.
Et dans les habitats qu'on a rencontrés, ils ne décident pas non plus du service à domicile mutualisé. Ce n'est pas eux qui décident du prestataire. Au-delà de la participation, ces habitats peuvent creuser des inégalités préexistantes, notamment entre ceux qui ont besoin d'aide pour sortir et ceux qui n'ont pas besoin d'aide, ceux qui peuvent compter sur le soutien de leur famille ou pas, et ceux qui ont des ressources financières plus importantes, par exemple pour faire appel à un service complémentaire ou pas. Et donc, en conclusion, il y a un besoin d'animation, de régulation et de coordination dans ces habitats, qu'ils privilégient le collectif ou non. Et ces aspects autour de la coordination dans les habitats feront l'objet d'un prochain webinaire le 23 juin. Je vous remercie. Merci Noémie pour cette présentation. Donc, comme prévu, on va prendre un premier temps de questions-réponses. Donc, Marie-Aline Bloch, vous avez recensé ces questions et vous allez les transmettre à Noémie qui va y répondre pendant une dizaine de minutes. Alors, donc nous avons pas mal de questions. Merci. Je vois que ça a suscité beaucoup de réactions et de questions. Donc, une première série de questions par rapport au fait que ces habitats inclusifs donc, sont présentés avec des publics spécifiques. Et la question de la mixité sociale, pourquoi n'y a-t-il voir plus de mixité sociale dans ces habitats? Donc, il y avait une question sur le fait qu'il n'y avait pas forcément d'exemple d'intergénérationnel. Voilà, il n'y a pas aussi non plus de cas autour de la déficience intellectuelle. Bon, j'ai répondu dans les questions. Il y avait une question aussi sur le handicap psychique. Donc là, j'ai dit que vous aviez fait un travail sur handicap psychique, mais qui était différent, puisque c'était passé pendant la période de confinement, mais qui a un article que je vais remettre en ligne que les personnes peuvent consulter. Donc voilà, donc ça c'est la première question. Je te laisse répondre. Oui. Donc la question du public, c'est une question qui a vraiment été déterminante dans les choix méthodologiques. Comme je vous l'ai dit, on a eu du mal à avoir accès à ces habitats, en tout cas à en connaître leur existence, et on avait un facteur limitant, entre guillemets, c'est qu'on s'intéressait à des habitats qui s'adressaient explicitement à des personnes dépendantes, donc où la dépendance était prise en compte. Et il n'y en a pas tant que ça, et notamment sur les habitats intergénérationnels, en tout cas dans ceux qu'on connaissait, la perte d'autonomie n'était pas nécessairement prise en compte. Voilà, il a fallu faire des choix. On n'avait que 4 terrains. Et donc, on a fait le choix de ne pas avoir de terrain dans des habitats qui s'adressaient à des personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc ça, c'est des choix méthodologiques qu'on a fait avec la CNSA, sachant que les terrains, on les a choisis, comme je vous ai dit, avec la CNSA. Et donc, il y avait aussi des éléments qu'on devait prendre en compte qui intéressaient les directions de la CNSA, notamment la diversité de porteurs. Ça les intéressait beaucoup. Donc, on n'a pas pu tout embrasser. Donc, voilà, on a vraiment axé nos choix sur les différences architecturales et sur la diversité de porteurs. Et sur la mixité sociale, c'est une question très intéressante puisque ces habitats, ils font tous du coup en tout cas, ils ont tous une volonté d'ouverture sur la vie de la cité. Avec un enjeu de mixité fort, mais cette mixité sociale, elle est parfois, même si ce n'est pas au sein de l'habitat, le fait d'être inséré dans un immeuble, pour beaucoup de porteurs, c'était une condition préalable à la mixité. Mais cette mixité sociale, elle est difficile à respecter parfois. Donc, j'ai notamment en tête l'habitat numéro 2, et là aussi, Justine, tu pourras revenir dessus. Où cette mixité sociale, elle est difficile à faire respecter du fait du bailleur social. Dans l'habitat numéro 2, les porteurs ont travaillé l'adaptation des logements avec le bailleur social, et tous les logements sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Et puisque tous les logements sont accessibles aux personnes handicapées, le bailleur social renvoie toutes les demandes de logements accessibles vers cet immeuble, ce
Ce qui fait qu'au sein de l'immeuble, Justine, tu sauras mieux que moi, mais il n'y a plus que 2 ou 3 appartements qui sont dédiés, quoi, dans lesquels habitent des personnes valides. Et sinon, les personnes en situation de handicap qui ne font pas appel au service à domicile mutualisé, mais des personnes du coup handicapées dans l'immeuble, dans des appartements qui n'étaient pas obligatoirement dédiés au dispositif. Donc cette question de la mixité sociale, elle est vraiment importante et à travailler aussi avec les partenaires de l'habitat et pas uniquement par les porteurs. Alors sur ce point, il y a 2 personnes en fait qui partagent leur expérience d'avoir mis en place des habitats où en mélangeant des personnes âgées, des personnes handicapées physiques et psychiques modérées, avec aussi, donc il y a un exemple à La Réunion, il y a la maison des hibiscus, voilà, donc on voit qu'il y a aussi des personnes qui essayent malgré certaines difficultés que tu as pointées. Alors, deuxième point, c'est sur la question de l'impact de l'entourage familial. Hein. Apparemment, on voit que des personnes qui n'ont pas d'entourage familial peuvent être, on va dire, défavorisées. Est-ce que ça peut être un facteur d'échec, voire même, est-ce qu'il y aurait des exemples de personnes qui auraient dû retourner, on va dire, dans un établissement médico-social du fait de ce manque? Non, en tout cas pas dans les terrains qu'on a étudiés. Il n'y a personne qui est retourné dans un établissement médico-social, puisque l'aide au quotidien, donc au lever, au coucher, au repas, elle est effectuée par le service à domicile dédié ou par un service à domicile spécifique. Mais c'est plutôt un frein vraiment au lien social et à la vie sociale. Et quand personne n'a fait le choix d'aller en établissement parce que la vie sociale était trop limitée, sachant que là, l'idée, c'était aussi de pointer un peu alors, je sais pas, les faiblesses ou en tout cas les difficultés des habitats, mais je tiens à préciser que tous les locataires sont vraiment très satisfaits de cette formule et notamment ce qui est très important pour eux, c'est de se sentir chez eux. C'est pas obligatoirement ils n'ont pas obligatoirement emménagé dans ces habitats pour avoir une vie collective, mais c'est aussi pour se sentir chez eux en sécurité. Merci. Une autre question sur les habitats en zone rurale. Enfin, parce que là, on a vu qu'on n'était quand même pas dans du rural. Hein. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'on a des exemples pour des seniors isolés qui leur permettraient on va dire, de rester dans leur tissu on va dire, social d'origine? L'habitat numéro 3, c'est un habitat qui est situé en milieu rural. Et il y a les porteurs en fait ont développé ce modèle et ciblent spécifiquement le milieu rural. Et eux, ils sont particulièrement attentifs justement à s'adresser à des personnes de la commune avec l'idée justement de pouvoir maintenir des liens à la fois avec la famille, avec les anciens voisins et avec les commerçants. Donc, le porteur de cet habitat, il est vraiment spécialisé, on va dire, sur le milieu rural. Je suis désolée. Oui, le temps passe. Le temps passe et les questions sont passionnantes, mais j'aimerais aussi qu'on ait le temps d'entendre nos autres. Ce qu'on va faire, c'est que je vais résumer les questions et on les gardera pour la fin. Parfait, très bien, faisons ça. Donc, on garde ces questions-là sous la main et donc je laisse la parole à Justine Anquetil, donc pour rappel, locataire à Tiamo et présidente de la fabrique, qui va donc nous parler de son expérience. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Oui. Alors, moi, je m'appelle Justine Anquetil, donc je suis IMC. Donc, je me déplace en fauteuil roulant électrique à l'extérieur et à l'intérieur de mon domicile, je me déplace en déambulateur. Et donc, j'ai besoin de l'aide au quotidien pour le lever, le coucher, la toilette et de l'aide au déplacement pour me déplacer à l'extérieur de mon domicile.
Alors, j'ai intégré la résidence Tiamo Cherbourg en 2016, en février 2016. Donc, moi, c'était un choix de ma part. En fait, à l'époque, j'avais 22 ans, donc je voulais quitter le domicile familial pour, euh, pour vivre dans un logement tout en étant en sécurité. Donc, j'ai, j'ai eu connaissance de ce projet à peu près un an avant donc d'entrer dans la résidence par l'association APF France Handicap, qui est située à quelques mètres de la résidence. Donc, on m'avait expliqué le principe de la présence 24/24, ce qui permettait, ce type d'habitat permettait donc de rassurer la famille tout en restant à proximité de ma famille parce que on est tous dans un périmètre d'une dizaine de kilomètres, donc ce qui me permettait de rester dans la ville où j'ai vécu. Donc moi, il faut savoir que donc, je travaille à l'extérieur de mon domicile. Je travaille dans un hypermarché. Je fais de la comptabilité et du standard. Donc, pour rentrer dans la résidence Tiamo, dans le dispositif avec la présence 24/24, il faut savoir donc, qu'il faut avoir un handicap moteur, que donc la demande doit être vraiment de la personne et pas exclusivement de la famille. Il faut que ce soit vraiment une volonté de la personne, que la MDPH accorde 3 heures de surveillance mutualisée pour pouvoir financer la présence 24/24 et d'avoir des revenus qui correspondent au plafond des logements sociaux. Donc, la présence 24/24 permet d'avoir des couchers tardifs, de pouvoir nous servir un verre d'eau quand les auxiliaires de vie classique ne sont pas présents à notre domicile, permet de pouvoir mettre un manteau si on veut sortir, enfin, des gestes de la vie quotidienne qui ne sont pas programmables. Donc, les avantages, c'est bien sûr le vivre chez soi tout en étant en sécurité, de pouvoir accueillir de la visite quand on le souhaite, et les personnes qu'on souhaite recevoir chez nous, d'avoir le libre choix de son emploi du temps, de ses activités. Et la présence 24/24 permet de pouvoir aussi accéder à des activités plus tardives, ce qui ne serait pas possible si on avait un logement classique dans le parc de logement ordinaire, parce que les auxiliaires de vie, il faut savoir que à maximum 20h, 20h30, une auxiliaire de vie classique, elle a fini sa journée. Donc, ce qui limite les activités tardives. Donc, moi, je sais qu'à l'extérieur de mon domicile, je fais de la danse en fauteuil avec justement une de mes voisines qui fait aussi partie du dispositif. Donc, il faut savoir qu'à Tiamo Cherbourg, il n'y a pas d'animation, enfin, il n'y a pas d'aide à la vie partagée et il n'y a pas d'espace commun. Donc, les gens, s'ils veulent se voir, il faut qu'ils accueillent la personne à leur propre domicile. Donc, il y en a qui ont créé des amitiés et il y en a qui vont boire des cafés
Nous, avec ma voisine, on va à la danse. Il y en a qui vont aussi se promener avec d'autres locataires. Mais bon, c'est vrai que comme disait Noémie, et ce que le rapport de Noémie et Cécile, on le savait déjà, mais ce qui a permis de mettre en lumière les conflits au niveau des locataires, parce que, comme disait Noémie, il y en a qui disent qu'ils utilisent plus le 24-24 que d'autres et qui sont plus favorisés parce que à l'époque où Noémie et Cécile sont venues, il y avait un couple, une locataire qui se faisait coucher tous les soirs par le 24-24, ce qui est normalement ce qui est normalement ce qui normalement devrait pas être récurrent. Donc il y en a qui disaient que c'était pas normal, que eux avaient ça tous les jours et que d'autres ne pouvaient pas y accéder. Donc voilà. Donc moi au quotidien, je sais que du coup il y a beaucoup d'acteurs qui me permettent d'avoir entre guillemets une vie normale. Donc il y a d'abord mes auxiliaires de vie classique qui m'aident le matin pour la toilette et l'habillage. Ensuite, je prends le service de bus à la demande qui me permet de me rendre au travail. Il faut savoir que dans la ville, on a ce type de service pour pouvoir nous rendre dans la communauté urbaine de la ville. On peut se rendre soit à nos activités, soit faire des courses. On peut prendre un bus à la demande qui vient nous chercher à notre domicile et qui nous amène au lieu où on souhaite aller et qui fait pareil pour le retour. Donc, ce qui permet un plus grand périmètre de déplacement. Il y a aussi donc du coup mes collègues de travail qui sont présents au quotidien. Il y a aussi, faut organiser aussi les rendez-vous médicaux, tout ça, donc tous ces déplacements-là. Et du coup, le 24-24 aussi me permet, si jamais à la dernière minute, j'ai une auxiliaire de vie qui n'est pas présente, ça permet de combler, entre guillemets, la présence de la personne. Et voilà. Donc, les points positifs. Les points positifs de cet habitat, c'est que ça permet de nous sécuriser vraiment à notre domicile tout en étant chez soi, ce qui est important pour les locataires de la résidence. Et je suis perdue. Et du coup, ce qui pose vraiment souci, c'est le manque. En fait, il y a surtout deux organismes de professionnels qui interviennent dans la résidence en plus du 24-24. Donc, ce qui pose problème, c'est que souvent, les personnes vont chez plusieurs locataires, donc il y a un manque de discrétion professionnelle qu'on essaye de résoudre, mais ce n'est pas toujours évident, mais on essaye de les résoudre pour limiter les conflits entre locataires. Donc, nous, il faut savoir que à part le peu de liens entre certains résidents, il n'y a pas vraiment un collectif mis en place. Et du coup,
il y a des personnes qui sont plus isolées que d'autres. Il y en a qui ont de la famille, donc qui vont plus facilement à l'extérieur, et d'autres qui n'ont pas de famille ou peu de famille et peu de visites. Donc, forcément, ils sont plus isolés par rapport à certains locataires. Et il faut savoir que depuis donc 2021, je suis présidente de la Fabrique Autonomie Habitat. Donc, on a pour rôle de promouvoir l'habitat plus alternatif que inclusif. Donc, on s'occupe de tout ce qui est tout ce qui est attribution de logements dans les dispositifs. Donc, quand il y a un logement vacant, c'est nous qui proposons des candidats au bailleur social. Et avant, il faut savoir que donc on regroupe toutes les candidatures. Nous, on fait en amont un groupe d'appui pour pouvoir voir si la personne a vraiment les critères pour entrer dans le dispositif. Et après, on propose les candidatures au bailleur social. Donc, tout ça est un travail important qui nous demande pas mal de travail. Mais il faut savoir que les autres locataires donc ne rentrent pas dans le dispositif de l'attribution des logements. Ils ne choisissent pas les locataires, ils ne rentrent pas dans le choix des futurs locataires. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Oui, très clair. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que... Voilà, donc on avait un petit problème de son à nouveau. Donc, merci beaucoup pour Justine Anctil pour votre présentation. Je vous propose donc qu'on embraye directement et très rapidement avec la présentation donc de Pomme Sarah Bournet, qui est locataire donc, dans l'habitat Vivre aux Vignes, et l'animatrice donc Adeline Barré. Donc, je vous laisse à toutes les deux la parole. Oui, je vous laisse la parole, si vous voulez bien allumer votre caméra et votre micro. Alors, le micro, c'est bon. La caméra, c'est bon. Bonjour. OK. Donc, nous, on va vous présenter le dispositif des vignes. Ça a déjà été fait par Noémie, mais après, on embrayera sur les objectifs. Donc, dans les vignes, c'est un dispositif qui est situé à Grenoble, dans le quartier de l'Île Verte. C'est un endroit agréable qui est longé par l'Isère. La vue est très, très belle parce que ça donne une belle vue sur la chaîne de Beldon et sur la Bastille de Grenoble. Le quartier, il est desservi par le tram, il y a de nombreux commerces de proximité, il y a 2 supérettes et un réseau important de professionnels de santé avec un cercle social, il y a la maison des habitants qui n'est pas loin, un club de personnes âgées et puis beaucoup d'autres choses, des opticiens, des agents immobiliers. Voilà, c'est la ville. Vivre aux Vignes, ça fait partie d'un groupe HLM de 60 logements qui se compose de la manière suivante. Donc, c'est 12 T2 en 10 fûts, plus une colocation de 3 chambres. Ces logements sont tous accessibles au PMR. Les personnes sont locataires et signent un contrat de location avec un bailleur social qui s'appelle Actis. En complément, nous utilisons également la salle polyvalente où interviennent entre autres d'autres associations. Donc, les objectifs du dispositif, c'est d'abord de permettre à des personnes de 60 ans et plus d'être chez elles tout en bénéficiant d'une continuité de présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en assurant leur sérénité et leur sécurité. Et dans un souci de solidarité, le coût de la continuité de présence est partagé entre les résidents.
Un autre objectif est de créer de la convivialité et du partage. Pour cela, il y a des activités qui sont proposées tout au long de la semaine et elles sont ouvertes sur le quartier. Elles sont envisagées en lien avec les goûts des résidents, leurs envies et leurs besoins et tendent à s'adapter au maximum aux troubles physiques et psychiques éventuels. Les personnes sont encouragées à maintenir leur autonomie autant que possible pour rester acteurs de leur vie jusqu'à la fin. Par exemple, en ce qui concerne les auxiliaires, elles incitent les résidents, pour ceux qui en ont besoin, à réaliser eux-mêmes les tâches quotidiennes selon leurs capacités. Et c'est également mon travail, mais mon travail consiste également à informer les locataires et à les inviter à participer aux activités par le biais de propositions de rencontres formelles et informelles, ce qui contribue au maintien du vivre ensemble. Et concernant le vivre ensemble, donc il concerne, j'insiste, non seulement les résidents, mais également les habitants du quartier. Il y a des ateliers réguliers qui sont ouverts à tous. Il y a de la gym douce, des ateliers d'art-thérapie, des ateliers chant, des ateliers créatifs. Moi, j'anime des ateliers mémoire. Il y a des jeux de société qui sont aussi spontanément. Et il y a des événements, donc il y a des activités qui sont en lien avec des événements avec des acteurs du coin qui ont fait des partenariats. Il y a des événements ponctuels comme le repas partagé, où chacun est invité à participer à la préparation du repas avant de passer à table. Et je fais une petite parenthèse sur les derniers événements qu'on a tous vécus, donc notamment en lien avec la crise sanitaire qui a freiné l'élan. On a dû en fait, au bout d'un moment, se contenter de goûter partagé parce que les taux de contamination en Isère étaient trop importants et on avait très peur de créer un nouveau cluster. Donc, on aimerait pouvoir, en tout cas, ça a été réfléchi, car on sait que la cuisine, c'est quelque chose qui plaît aux résidents et que c'est quelque chose qui met en lien les gens, qui est un lieu aussi d'échange, de partage des tâches, de recettes et d'astuces. La présidente des Vignes du Rue a pensé qu'il serait intéressant d'embaucher un cuisinier afin que les gens puissent réfléchir à leur repas et puis aussi contribuer plus régulièrement à la préparation des repas. Voilà. Alors, en ce qui concerne les sorties, dernièrement, je prends l'exemple, on est allé boire un coup au bar L'Absolu, qui est juste de l'autre côté de la rue. Et les patrons étaient tellement ravis parce qu'on discutait bien, on rigolait bien, qu'ils ont prolongé l'ouverture du bar et ils nous ont offert nos boissons. Et c'est un événement marquant parce que ça faisait longtemps pour certaines personnes qu'elles n'étaient pas sorties de chez elles, en tout cas qu'elles n'avaient pas traversé la rue. Et donc, ça a été l'occasion d'échanges et puis c'était hyper chaleureux. Et puis, je prends un autre exemple, c'est qu'on a organisé une visite au musée de Grenoble pour profiter de l'exposition permanente. Et pour certains, c'était... Oui. En fait, il y a des personnes qui n'entendent pas. Oui. Ok. Est-ce que vous m'entendez mieux si je parle comme ça? Soit parler bien dans le micro, soit de le retirer. Je ne sais pas si votre... Je vais essayer de retirer l'ordinateur. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Nous, on vous entendait bien, mais on a plusieurs commentaires de personnes qui disent qu'elles vous entendaient mal. Donc, est-ce que les personnes qui entendaient mal peuvent dire si ça va mieux? Je vais essayer de continuer. Noémie, vous m'interpellez si ça fonctionne. Les gens disent ça ne fonctionne pas bien. Okay. Les gens disent de prendre l'autre micro. Allez-y, continuez. Oui, je vous propose de continuer quand même. Alors, je ne sais pas. Ou alors de parler en... Ok. Donc, je parlais des sorties qui ont été organisées et qui ont été un prétexte à la convivialité et surtout un prétexte à couper un petit peu avec cette pandémie. Et donc, dernièrement, on a organisé une sortie au musée de Grenoble pour profiter de l'exposition permanente. Et pour certains, c'était une première. Il a fallu réfléchir au transport et mobiliser des volontaires pour assurer la sécurité et la convivialité par la même occasion. On aurait pu marcher, mais l'objectif était de prendre le tram. Et au-delà du confort et du côté pratique, il s'agissait de faire connaître ce moyen de transport à certains résidents.
Cela a permis d'évaluer les possibilités individuelles, d'identifier le moyen le plus sûr permettant le prolongement de l'autonomie pour ceux qui souhaitent se balader en centre-ville. Et donc je terminerai, oui, pour vous expliquer notre support de communication. On a une petite gazette qui s'appelle la Gazette des Vignes, qui est sur un format A3 recto verso, qui a été mise en place pendant les confinements successifs. Et au tout début, elle servait à maintenir le lien entre les familles et les résidents. Elle est mensuelle et elle retrace les événements passés et ceux à venir. Elle sert par exemple à rédiger le portrait des nouveaux locataires. Elle met en avant les anniversaires et résume les différents ateliers sous forme d'articles et d'un planning synthétisant les événements. La distribution se fait en direct auprès des résidents et par voie postale ou par mail pour les familles et les amis des vignes. Elle peut être également distribuée à toute autre personne en ayant fait la demande afin d'ouvrir le dispositif sur le quartier. Elle sert également de vitrine pour les différents organismes avec lesquels l'association est en contact, toujours dans l'objectif de créer du lien et de rester en lien avec l'extérieur. On a fait un constat au niveau des activités, c'est que malgré la diversité des activités proposées et des passages réguliers, donc des auxiliaires et moi-même au domicile des personnes, afin de les inviter également à partager un moment. Certains résidents ne participent pas aux activités ou peu, parfois par difficulté physique ou incapacité psychologique ou seulement par manque d'envie, et ça on peut le comprendre. Et quand cela est possible, des activités individuelles, souvent en lien avec les animations collectives qui sont proposées à domicile, et nous avons recours à un réseau de bénévoles mis en place par la maison des habitants du centre-ville qui est à 2 pas de chez nous et qui propose donc à des bénévoles de venir 1h à 1h30 chez la personne pour proposer soit une discussion, un partage d'échanges de connaissances, pour faire de la cuisine, pour accompagner, pour faire les courses dans le quartier. Voilà. Est-ce que j'ai encore du temps, Noémie? Plus beaucoup. D'accord, alors je terminerai par vous dire que comme j'ai commencé en décembre dernier, donc je ne connaissais pas la colocation puisqu'il y a eu un incendie qui l'a rendue inutilisable en août dernier. Et donc elle a été 6 mois fermée. Et sans partage de lieux chaleureux, la convivialité elle était plus difficile malgré la mise à disposition de la salle polyvalente par la ville et les regroupements ponctuels chez les uns et chez les autres. Il y a des personnes qui n'osaient pas se rendre chez leurs voisins et qui n'osaient même plus sortir. Donc, en avril dernier, lorsque la colocation a réouvert, il y a 3 nouveaux colocataires qui se sont installés. Et ça a redynamisé des choses. Et puis, on a de nouveau accès à cette colocation et à ces lieux plus chaleureux qui sont très agréables parce qu'il y a un petit jardin, il y a une pièce en commun avec l'accès à la cuisine où il y a toutes les lieux à disposition pour que les résidents se sentent bien. Et voilà, et parfois on fait appel à des bénévoles, aux amis des vignes, aux familles des résidents pour des activités ponctuelles, pour des sorties. On a fait également appel à des financements venant de la conférence des financeurs. On a monté des dossiers. Et dans l'année, il va y avoir des ateliers théâtre de septembre à décembre, une journée pour les aidants, en tout cas pour la semaine bleue, et une grande fête de fin d'année. Voilà, on dit ça à travailler, en tout cas en lien avec des associations de quartier. On est voisins de l'Union de quartier. Et on est aussi voisins avec Point d'eau, qui est une fondation de l'Abbé Pierre et qui accueille des SDF. Et pour finir, donc du coup, je parlais du rapport intermédiaire de Noémie qui m'a bien aidée parce que j'ai eu un tournage très intensif de 15 jours au mois de décembre avec l'animatrice que je remplace qui est partie en congé maternité. Mais malgré l'intensité de la formation et tout ça, j'étais très heureuse et soulagée de pouvoir m'informer en lisant un rapport intermédiaire en particulier. Il m'a donné les grandes lignes de ce qu'était la colocation. Il m'a permis de questionner mon positionnement en tant qu'animatrice, mais aussi de questionner l'articulation des activités au sein même de ce lieu. Donc, il a soulevé des interrogations sur la vie même de la coloc et invite à redéfinir l'utilisation des lieux de vie
pour les personnes résidentes de cette colocation, pour les auxiliaires, mais aussi pour les personnes qui utilisent ponctuellement le lieu. Pour répondre à une question du chat, nous, on a un petit salon qui est réservé aux colocataires qui permet de recevoir en privé, donc qui est un lieu d'intimité où on ne se permet pas d'avoir accès, en tout cas, ou dans un moment limité. Et c'est aussi un lieu qui peut servir de chambre pour les familles qui souhaiteraient être à proximité de leurs proches. Voilà. Et puis, ça a redéfini aussi et questionné l'utilisation des parties communes des animations au sein même de la colocation. Et puis, je m'en sers de support quand il y a des questions qui émanent des familles. Par exemple, une famille nombreuse qui souhaiterait se réunir pour un anniversaire ou pour un barbecue. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Adeline. Merci, on va y arriver. Alors, merci Adeline et merci Pomme donc, pour votre... on vous laisse alors la parole pour quelques instants. C'est à moi. Non, si vous avez quelque chose. On vous entend pas. Moi, je peux dire que je suis là. Je suis en ligne depuis 3 mois. Mais j'étais venue depuis quelques mois aux animations. Donc, j'étais déjà familiarisée. Et depuis mon installation, je veux dire que j'ai retenu les objectifs dont parlait Adeline, sérénité et tranquillité. Je souscris tout à fait. Attendez, Pomme, c'est inaudible. Je vais vous prêter mes oreillettes. Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas bien. Il faut que je recommence. Oui. Il faut que j'appuie quelque part. Non, il faut juste tenir le micro près de la bouche. Je recommence. J'entends rien. C'est bon, vous pouvez continuer. Donc, je reprends. Je suis une dame de 85 ans. Je suis aux vignes depuis 3 mois. J'ai fréquenté les vignes plusieurs mois avant en venant aux animations, ce qui m'a permis de découvrir un lieu de grande gentillesse, de gaieté et avec beaucoup de diversité dans la diversion, justement. Et donc, les objectifs dont parlait Adeline, sérénité et tranquillité, je souscris tout à fait, je m'y reconnais, je m'y ressens bien. Je dispose d'un petit appartement qui est quand même pas si petit, puisqu'il fait une 57 mètres carrés. Mes enfants viennent me voir, ce sont des garçons, enfin des hommes, qui viennent me voir, ils viennent chez leur mère, ils ne viennent pas dans une résidence, donc ils viennent très facilement. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à descendre dans le jardin, je vois des enfants, des petits gamins qui jouent au foot, je vois les fleurs du jardin, je m'y promène. C'est très vivant et les animations me permettent de rencontrer pratiquement tous les jours, sauf le week-end. Donc, tous les jours, on a un projet de distraction. Ça peut être ludique, ça peut être plus, je dirais, intellectuel, entre guillemets. Voilà. C'est très intéressant, très varié. Que dire, que je m'y sens très bien. Les voisines. Les voisines. Les voisines. Avec qui vous créez des liens. Oui, les voisines, les autres résidentes, on s'entend très bien. On ne se connaissait pas, mais on a vraiment un contact très simple et toujours très joyeux. Et aussi solidaire, parce qu'on se propose toujours de se rendre service éventuellement. Et on se découvre venant d'horizons différents. Mais tout va bien. Voilà. Je peux... On vous a payé? Non, on ne m'a pas payé, mais je suis vraiment très contente d'être venue aux vignes, vraiment, parce que j'ai beaucoup hésité.
Et depuis que j'étais seule depuis 5 ans chez moi. J'ai eu une période de mauvaise santé, donc j'ai beaucoup hésité. Et finalement, j'ai fait cette démarche. Je connais le quartier, je connais, quand j'ai connu vraiment le principe, ça m'a beaucoup plu. Et je peux dire que je ne suis pas déçue du tout. Voilà. Je n'étais pas au courant de l'idée de Dominique Duru de penser à un cuisinier, mais j'avoue que ça me plairait beaucoup. Les repas autour du plat, il n'y a rien de mieux pour être proche, pour se rapprocher. Et un peu ce sentiment de familial presque que je ressens ici. Voilà. J'ai de la chance de travailler au Vigne. Oui. Tout le monde m'envie. Ben oui, les auxiliaires de vie passent très régulièrement, sont très, comment dire, à l'écoute de nos petits problèmes éventuels. Elles sont aussi assez calées en informatique, donc elles dépannent souvent. Elles sont la plupart jeunes, joyeuses. Elles nous parlent un peu de leur vie, de l'extérieur. Et c'est aussi un lien avec la ville. Et pour parler du quartier aussi, bon, c'est un quartier que je connaissais parce que j'habitais pas très loin. Et c'est un quartier où vraiment on a un choix de commerce très important. Donc on vit bien. Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'on vit très bien. On arrête là. Voilà. C'était mon témoignage. Merci beaucoup, Pam, pour votre témoignage. Donc, je propose qu'on passe à la dernière discussion, en passant la parole à Denis Pifto. Donc, on vous écoute pour réagir à l'ensemble. Oui, ça va être très très court parce que j'ai malheureusement assez peu de temps devant moi. En 5 minutes. On peut dépasser la qualité des témoignages, leur authenticité, je crois, parlait d'eux-mêmes. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de... Voilà, et je trouve que c'est un très bon complément, très, très utile au travail scientifique que vous avez conduit. Je crois que les deux dimensions se complètent très bien. Alors, quoi vous dire pour aller vraiment, vraiment à l'essentiel de ce que je voulais vous dire? Peut-être la question de cette vie, du thème même de cette séquence sur une vie plus insérée et partagée est tout à fait centrale. Les situations de vulnérabilité appellent de l'accompagnement, de l'aide d'auxiliaires de vie, d'aide à la vie quotidienne. Donc ça, c'est la dimension accompagnée. Il faut ce qui s'y ajoute à des degrés qu'il faut justement questionner, une dimension de vie partagée, comme un groupe, alors c'était dit à l'instant par l'habitante de Vibrovine, pas une vie familiale, une vie voilà, partagée, plus ou moins dense. On a vu que, en revanche, Justine Anctil, pardon, pour Tiamo, indiquait qu'en revanche, là, la dimension de vie partagée était relativement modeste. Bon, et ce n'était pas le projet. Et puis, insérer, je crois, dans les deux cas, la dimension d'insertion dans l'environnement de vie local, dans la vie de voisinage est bien présent, en tout cas, fait partie du projet. Et je voudrais insister là-dessus parce que on présente très souvent l'habitat inclusif, intermédiaire, partagé comme une sorte d'entre-deux. Je me demande d'ailleurs même si vous n'avez pas eu cette expression en disant qu'on est à mi-chemin ou quelque part entre la vie, l'absence de vie collective, donc une vie chez soi. On est dans un appartement, on vit seul, enfin on vit avec son seul cercle familial, et puis une dimension de vie collective, et puis bon, il y aurait des habitats qui seraient à mi-chemin entre les deux. Je crois que et de la même manière, on pourrait penser qu'on est à mi-chemin entre
une sécurité garantie par le foyer, l'EHPAD, le foyer de vie, et puis une assez faible sécurité lorsqu'on est dans un environnement de vie personnel. Alors, je reviendrai tout à l'heure, si j'en ai le temps, sur la question de la sécurité. Je crois en tout cas que la vision consistant à mettre quelque part le curseur entre de la vie collective et de la vie qui ne l'est pas ne met pas sur la bonne voie. Je pense que ce n'est pas ça. Je pense que la question de la vie plus insérée et partagée, ce n'est pas une caractéristique des habitats de ce nouveau genre qu'on appelle inclusif, de la grande diversité de cette famille d'habitats inclusifs, c'est la définition, c'est le point d'entrée. Le point d'entrée, ce n'est pas qu'on est plus ou moins collectif ou un peu moins intermédiaire dans le collectif, on peut avoir une vie collective très dense, très, très enrichissante, avec beaucoup d'activités ensemble, ou au contraire très peu. Mais l'important, c'est que ça fait partie du projet. J'allais dire que c'est, alors avec le risque que ce soit mal compris, c'est choisi. Voilà. Ce n'est pas une vie collective, quelle que soit son intensité, qui est subie ou consentie, elle est choisie. Alors, vous allez me dire, quelquefois, les personnes rentrent dans ce genre d'environnement de vie sans avoir eu le sentiment d'avoir eu complètement le choix. Alors d'abord, il faut s'assurer qu'elles sont quand même là conformément à leur volonté et qu'elles aient ou non, que leur choix ait ou non été contraint, parce que ça nous arrive à tous dans la vie d'être obligés de faire des choix qui sont en partie contraints. L'important est que la dimension de vie collective, c'est le projet. C'est le projet. Ce n'est pas la conséquence du fait qu'on rentre dans un foyer et que dans un foyer, forcément, la vie est collective. Ça fait partie du projet. Et du coup, le projet peut être un projet de vie très collective, avec une forte densité quasi communautaire de vie collective. Et puis, comme dans l'habitat Tiamo, être un projet de vie simplement voilà, de vie de proximité, en bon voisin, mais sans forcément une densité de vie collective. Et donc, c'est moins le fait que la vie ne sera pas très collective, moyennement collective ou peu collective qui fait l'habitat inclusif. C'est le fait que la dimension de vie collective, c'est le projet, fait partie du projet, s'insère dans le projet. Voilà. Et ça renverse beaucoup les choses. Quelquefois, on dit, c'est comment est-ce qu'on définit un habitat inclusif? Parce qu'il n'est pas très grand, il n'y a pas beaucoup de monde, et puis il y a des espaces de vie commune. Donc voilà, c'est un habitat inclusif et on va se demander comment est-ce que se vit la vie collective. Il faut renverser les choses. Est-ce qu'il y a un projet de vie collective? Bon, et selon la nature du projet de vie collective, comme on ne fait pas un projet à 80 ou à 70, on fait un projet avec une dizaine de personnes. On ne peut pas imaginer de faire une vie collective qui soit un projet si elle se vit à 80. On ne peut pas imaginer non plus qu'elle se fasse, si la vie collective est un projet, qu'elle se fasse sans disposer d'espaces dans lesquels on va pouvoir passer du temps ensemble, de loisirs, d'activités, pour préparer les repas ou pour les prendre. Et donc, il faut vraiment partir de l'idée que ce qui fait la définition de l'habitat inclusif, c'est la dimension qualitative. Alors, on dit quelquefois projet de vie sociale et partagée, mais c'est très important. C'est la dimension, c'est le fait que la part de vie partagée, la part de vie collective est au cœur du projet de ce qu'on recherche. Et lorsqu'on appelle dans notre rapport avec Jacques Wolfram la personne porteuse du projet partagé, la personne 3P, le rôle que tient Lynn Barret à Vivre aux Vignes, c'est précisément d'être l'auxiliaire d'une vie de groupe, l'accompagnateur du groupe, être au groupe ce qu'un auxiliaire de vie est à une vie individuelle. Aider un collectif à porter, avec les difficultés que vous avez très bien indiquées dans votre rapport, à porter toutes les difficultés qui naissent lorsque on a un projet de vie à plusieurs et que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. L'habitat partagé n'est pas là pour résoudre tous les problèmes de la vie, pas davantage que dans nos habitats. Nous pensons que l'habitat va résoudre nos problèmes de vie. Il est simplement le cadre dans lequel ils vont s'exprimer. Bon, et dans ce cadre-là, la maîtresse de maison, on l'appelle responsable d'appartement, maîtresse de maison, porteuse du projet, est là pour accompagner le collectif. Et puis je termine parce que voilà, la densité des échanges fait que je n'ai plus beaucoup de temps. Je vous dis une seule chose simplement sur la dimension
de vie insérée dans l'environnement, qui était très présente et dans votre rapport sur les 4 exemples et dans les 2 témoignages qui viennent d'être diffusés, c'est que, alors bien sûr, il y a des enjeux géographiques, il y a des enjeux de disponibilité pour accompagner les personnes à l'extérieur. Quand je dis géographique, c'est-à-dire de positionnement. Il ne faut pas être à l'extérieur des lieux de sociabilité. Il faut être suffisamment près des centres-villes ou des centres-bourgs. Il faut que les transports soient possibles. Il faut que les accompagnements soient possibles. Il y a une dimension de réciprocité. Et je terminerai par là. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que le pouvoir de s'insérer mieux dans un environnement social, de se sociabiliser, que donne le fait de pouvoir s'adosser à un collectif qui aide, qui accompagne et qui facilite cette entrée en relation avec l'environnement de voisinage, les différentes activités que peuvent offrir, ou même simplement la vie quotidienne, commerciale. Ça suppose quand même que l'environnement s'adapte, ça suppose quand même que l'environnement soit bienveillant, ça suppose quand même que l'environnement soit impliqué. Bon. Alors, le meilleur exemple, c'est ce que vous donniez sur l'implication des familles. C'est-à-dire que si l'environnement, ceux qui habitent autour, notamment les familles, ne s'impliquent pas comme ils se seraient impliqués si la personne n'était pas dans un habitat partagé, mais simplement chez elle. Autrement dit, si l'environnement de vie se montre hermétique, peu réactif, peu mobilisé, peu intéressé, peu attentif, tout simplement, à la présence de ces habitats partagés, ils ne pourront pas aller aussi loin qu'ils le peuvent, aussi loin qu'ils en ont la potentialité dans l'interaction avec la vie ordinaire. Autrement dit, il y a un très gros enjeu, et c'est d'ailleurs une des missions potentielles de l'accompagnant, de la maîtresse de maison, de la personne 3P, porteuse du projet partagé. Il y a un très gros enjeu de mobilisation de l'environnement de droit commun. Et je crois que c'est en ce sens un signal important donné à ce que doivent être les politiques en faveur des vulnérabilités, des pertes d'autonomie, si elles ne se dirigent pas aussi et presque autant vers les environnements de droit commun pour les alerter sur la responsabilité qui est la leur, de se rendre réceptifs et capables d'accueillir. Alors, toutes ces belles initiatives redonnant du pouvoir de décider, du pouvoir d'agir aux personnes vulnérables, aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées vulnérables, voilà, ne donneront pas, bien sûr, elles permettront quand même une meilleure qualité de vie, mais elles ne donneront pas toute leur puissance. Et je crois que c'est une des grandes réalités, un des grands enjeux du travail social aujourd'hui, que d'être un travail social qui permet à la société ordinaire de se transformer aussi. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous propose de prendre quelques questions et d'y répondre. Alors, je vous remercie beaucoup parce que vous avez été très nombreux à intervenir, à faire des remarques, à poser des questions. On ne va peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais je vais quand même en regrouper quelques-unes. Alors, sachant qu'en plus, il y a quelques questions qu'on pourra aborder au prochain webinaire qui aura lieu le 23 juin, notamment sur comment les professionnels favorisent ce lien social, comment se passe cette animation. Comment s'articulent ces animateurs avec les services à domicile. Alors, il y a, je dirais, 2 grands blocs de questions. Il y en a un autour de tout ce qui est financier, de l'équilibre financier, de la dimension, on va dire, de la mutualisation qui est un avantage au niveau financier, mais qui peut-être pourrait aller à l'encontre du libre choix des personnes qui préféreraient choisir par elles-mêmes des personnes qui les accompagnent. Et puis, il y a aussi des questions liées aux possibilités du forfait habitat inclusif versus l'aide à la vie partagée avec la question de financement de coordinateurs. Donc voilà, donc il y a pas mal de questions autour de ce sujet-là. Donc Noémie, est-ce que tu peux apporter des éléments peut-être sur ce que tu as vu toi? Et il y avait une question de savoir si les habitats que vous avez visités bénéficiaient du forfait habitat inclusif.
Moi, je vais répondre rapidement, mais je vais surtout laisser la parole aux trois discutants. Nous, pour ce qui est des habitats qu'on a vus, quand on a fait notre terrain, aucun ne bénéficiait de ce forfait. Mais Vivre aux Vignes, après notre terrain, a pu bénéficier de financements dédiés à l'habitat inclusif. Et donc, d'ailleurs, pour répondre à une des questions, Adeline Barré est financée via ce financement, mais je laisse les trois orateurs intervenir. Il y avait des questions justement sur Adeline, sur par qui elle était, qui était son employeur, et savoir aussi sa formation d'origine. Bah, je vais laisser Adeline Barré répondre. Pardon, j'étais en plus en train de répondre au chat. Alors, il y avait une question sur le financement. Bon, déjà, je vais répondre pour le financement de mon poste. En fait, en 2020, on a été reconnu habitat inclusif et une subvention a été accordée par l'Agence régionale de la santé à hauteur de 50 000 € par an sur 3 ans à partir du 15 septembre 2020 et normalement jusqu'au 14 septembre 2023. Mais suite à différentes rencontres, il y a eu des négociations au niveau du département et un nouveau financement va être mis en place au 1er janvier 2023. Et si c'est accepté, c'est un financement sur 7 ans. Et ce financement, l'AVP. Voilà, c'est bon. C'est bon. Dominique était en train d'intervenir, j'étais en train d'écouter. Voilà. Allô? Merci. Est-ce qu'on prend les autres questions? Alors, au choix, enfin, c'est un petit peu lié quand même, hein, c'est pas sur le versant financier, sur comment trouver les aides humaines, les soins infirmiers, comment mettre en place ces aides humaines. En fait, est-ce que c'est la personne qui se débrouille? Des territoires, c'est pas facile. Pareil, là, je vais laisser Justine Anctil. Alors, nous, en ce qui concerne la résidence Tiamo de Cherbourg, donc les personnes, les locataires de la résidence ont le libre choix des auxiliaires de vie individuelle et des personnels médicaux. En fait, il n'y a pas d'aide il n'y a pas d'aide venant de la résidence. Il faut que les personnes trouvent leur professionnel de santé eux-mêmes. Et le 24-24, qu'est-ce qui... Comment pour les personnes, alors je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, mais qui arrivent, on va dire, en fin de vie. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'elles restent jusqu'au bout dans l'habitat autant que possible? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de rupture si ce n'est pas le cas? Dans la résidence Tiamo Cherbourg ou au Vigny? Pour les deux, je pense que vous pouvez toutes les deux répondre. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui arrive quand une personne se désengage? Non, décède aux vignes ou qu'est-ce qui arrive? Je sais pas compris. En fait, est-ce que la personne peut rester jusqu'au bout, on va dire, dans l'habitat inclusif, ou est-ce qu'elle est obligée d'aller en institution, on va dire? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de rupture à ce moment-là par rapport à un choix de vouloir rester, peut-être de vivre jusqu'au bout dans cet habitat? Ça dépend des situations. Je vais remettre votre caméra si vous le pouvez pour répondre aux questions. Caméra. Je mets le micro. J'ai envie de dire ça dépend des situations, hein, ça dépend des histoires de vie, de la pathologie, de l'évolution de la pathologie. Nous, le but, c'est que les gens entrent aux vignes et puis ils restent jusqu'au bout. Problème cognitif. Le plus difficile, c'est les troubles cognitifs. C'est essentiellement pour ça que certaines personnes ne peuvent pas rester aux vignes.
En fait, déjà, elles s'en aperçoivent que ça devient très compliqué. Et puis ensuite, il y a le médecin qui fait un signalement souvent à la famille. Et puis les familles, soit elles en parlent à l'auxiliaire, soit l'auxiliaire a déjà vu, et c'est souvent le cas, a vu qu'il y avait un problème et on a parlé à la personne elle-même et puis on a parlé à la famille. Et puis, si c'est plus possible, et si le médecin s'est prononcé, alors avec le cheminement qui est fait de la personne en premier, c'est la première chose, c'est la personne qui est concernée, qui est sujet et qui va choisir de partir, soit elle reste, mais ça sera au détriment d'une prise en charge correcte pour elle, mais c'est elle qui décide en fait. Et il arrive que certaines personnes s'en aillent des vignes pour aller en EHPAD, mais il arrive aussi l'inverse, que certaines personnes qui sont en EHPAD veulent venir aux vignes. Est-ce que j'ai répondu à votre question? En tout cas, j'ai essayé. Oui. Peut-être que Dominique veut apporter une précision. Mais peut-être que c'est pour au projet. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des financements à l'ingénierie pour le montage de projets, financement par le FIR, de l'ARS, par la CNSA? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues dans ce cadre? Donc là, c'est peut-être plutôt, je ne sais pas si... Marine Boisson-Cohen est en train de répondre sur le chat. Ok. Voilà, mais sinon, je pense qu'on va en rester là. Hein. Et puis, remercier vraiment notre auditoire très, très participatif hein, et qui nous a envoyé beaucoup de remerciements à tous les intervenants. Oui, merci pour toutes vos questions et aussi, voilà, on n'a pas pu répondre à tout, mais on va les garder sous le coude et ça nourrira d'autres réflexions d'autres réflexions. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme. Donc pour clore ce troisième rendez-vous de la recherche sur l'autonomie, je vous propose donc de vous remercier toutes et tous, donc tous les participants. Merci à Noémie Rappeigno pour sa présentation. Mais merci à tous nos discutants, donc Justine Anctil, Adeline Barret, Pomme Sarah Bournet et Denis Pifto, donc pour leur partage d'expérience, leurs réactions, leurs analyses, leurs commentaires. Merci également à Marilène Ponsnack pour la gestion du fil chat et pour l'assistance technique qui est toujours très précieuse. Merci aux deux services de la communication de l'EHESP et de la CNSA pour leur travail qui est aussi toujours très important. Merci à l'EHESP pour l'accueil dans ses locaux. Merci également à la personne qui a réalisé la transcription, donc, qui est Céline Laurent. Merci beaucoup à vous. Merci également à toutes les personnes qui ont contribué à rendre possible ce webinaire. Et je vous invite également à consulter à nouveau le programme des prochains webinaires pour vous tenir informés de leur programme. Et donc, le prochain sera donc, sur les dispositifs d'appui à la coordination. Et donc, on aura le plaisir d'entendre Marie-Aline Bloch davantage qu'aujourd'hui. Et donc, n'oubliez pas que cette captation vidéo sera prochainement en ligne sur le site de la CNSA, enfin, sur la chaîne Dailymotion de la CNSA. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre participation et toutes vos questions. Et donc, j'espère à bientôt lors d'un prochain rendez-vous de la recherche sur l'autonomie. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.